Nous voici déjà rendus au dernier segment de ma série consacrée au modèle d'intégration. Si vous avez regardé les autres vidéos, vous m'avez entendu rejeter tour à tour le multiculturalisme et l'interculturalisme. Donc, rendu là aussi bien joué carte sur table, le modèle de la convergence culturelle, c'est celui que j'endosse, personnellement. J'ai tout de même certaines réserves par rapport à la manière dont on théorise ce modèle à l'heure actuelle, et j'ai en parlé plus loin dans la vidéo. Mais je pense quand même que c'est le modèle le plus prometteur pour le Québec à l'heure actuelle. Il faut dire qu'à mes yeux, la convergence culturelle est un modèle qui est encore malléable, encore chaud, pour ainsi dire. Ça fait seulement une dizaine d'années qu'on le présente comme un modèle en soi, distinct de l'interculturalisme, et il n'y a pas une grande littérature qui lui est consacrée. En fait, c'est l'œuvre de pratiquement une seule personne, qui s'appelle Guillaume Rousseau. Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. C'est également un intellectuel militant qui est affilié au Parti québécois. Il a notamment été candidat pour le PQ dans Sherbrooke en 2018. Et d'ailleurs, on peut souligner au passage que le PQ est jusqu'à présent le seul parti ouvertement en faveur de la convergence culturelle. Rousseau n'est pas parti de rien pour construire son modèle, il s'est fortement inspiré de différents textes publiés entre 1978 et 2000, qui font tous, d'une manière ou d'une autre, la promotion d'une convergence entre les cultures au Québec. Rousseau présente même parfois la convergence culturelle comme un modèle qui existait déjà avant lui, et qu'il propose tout simplement de réactiver. Ce faisant, toutefois, j'ai l'impression que Rousseau minimise sa propre contribution au débat. En effet, en rapaillant différentes idées dans la littérature pour en faire un modèle distinct de l'interculturalisme, Rousseau a essentiellement créé un nouveau pôle de réflexion autour duquel les gens peuvent se rallier. D'un point de vue strictement intellectuel, son apport n'est peut-être pas très original, mais d'un point de vue politique, Rousseau a fait une grosse différence. C'est pour ça que je dis que la convergence culturelle est presque entièrement l'œuvre de Guillaume Rousseau. Son premier article sur le sujet a été co-rédigé avec un de ses étudiants, François Côté, mais à part ça, il n'y a pas d'autres auteurs qui semblent avoir contribué au modèle. J'ai visionné sur YouTube la plupart des conférences de Rousseau sur la convergence culturelle, et il a l'air d'un gars qui veut vraiment recevoir de la rétroaction. Donc, ça me nourrit beaucoup quand j'ai les échanges après mes conférences. J'ai bien hâte de vous entendre tantôt. Donc, je vais être très ouvert à vous écouter là-dessus. Ça, je pense l'avoir bien défini, mais je vais être ouvert à vous entendre. Ben, tu sais quoi, Guillaume? Moi, je vais t'en faire de la rétroaction. Mais avant ça, il faut quand même expliquer le modèle. C'est quoi la convergence culturelle? Eh bien, on peut commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de l'assimilationnisme, à tout le moins tel que le définit Guillaume Rousseau. Rousseau étant un professeur de droit, il a généralement le souci des définitions. Il définit l'assimilation comme étant une fusion des personnes appartenant à des minorités culturelles dans la majorité qui mène à la disparition de ces minorités sans laisser de traces. Et donc, sans laisser de traces, c'est là que se trouve la nuance importante. Parce que la convergence culturelle prône quand même à long terme une sorte de fusion entre la majorité et les minorités. Soulignons quand même que ce n'est pas un modèle qui est censé s'appliquer aux Premières Nations ni à la communauté anglo-québécoise. Et soulignons aussi que cette fusion de la majorité et des minorités, c'est un processus qui s'étend en principe sur plusieurs générations. L'idée générale, c'est que la culture québécoise francophone doit être le point de convergence culturelle des immigrants. Rousseau explique qu'en vertu de ce modèle, un immigrant peut adhérer à la culture nationale de la même façon qu'un non-immigrant, c'est-à-dire en y apportant sa contribution originale, par exemple, mais pas nécessairement, en s'inspirant de la culture de son pays d'origine. Et là, il donne toutes sortes d'exemples d'artistes québécois qui sont issus de l'immigration récente, comme Boukhar Diouf et Rachid Badouri. Donc c'est important de comprendre que la convergence culturelle ne vise pas la préservation d'un contenu culturel spécifique, ça vise plutôt à développer un espace culturel commun. La série La Caille-nous, qui est sortie cette année à Radio-Canada, ça remplit tous les critères de la convergence culturelle. C'est l'histoire d'une famille d'Haïtio-Québécois, ça se déroule au Québec, c'est fait au Québec, c'est diffusé par une chaîne québécoise, et c'est visionné par des Québécois de toute origine. Il y a clairement un apport culturel haïtien dans la série, mais la série elle-même reste entièrement intégrée à l'espace médiatique québécois. Au-delà de ce genre de généralité, le modèle de Rousseau se définit plus précisément par 7 différents principes. Le premier principe stipule qu'il y a un lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise. Ça implique de reconnaître que les langues ne sont pas juste des outils de communication, ce sont aussi des vecteurs de culture. Et je crois que ce principe est surtout en réaction au multiculturalisme canadien, qui avait tendance à dissocier la langue de la culture. Le deuxième principe est l'impératif de maintien du statut majoritaire de la culture québécoise et du français au Québec. Ça dit ce que ça dit. Le troisième principe, c'est le refus de l'assimilation forcée des minorités, comme on l'a défini un peu plus tôt.
Le quatrième principe porte sur l'intégration culturelle. Ça stipule que l'intégration culturelle des immigrants consiste en un processus d'adaptation réciproque mais asymétrique entre les immigrants et la société d'accueil. La nuance importante par rapport aux autres modèles d'intégration, c'est le fait que le processus soit asymétrique. En gros, ça veut dire que l'intégration implique un peu plus d'efforts de la part des immigrants que de la part de la société d'accueil. Dans une de ses conférences, Rousseau précise aussi que cette asymétrie est à la fois descriptive et prescriptive. En ce sens que, par la force des choses, les immigrants doivent déjà faire un peu plus d'efforts, et c'est légitime que ce soit ainsi. Ça peut paraître un peu abstrait comme principe. Le seul exemple que donne Rousseau, c'est celui de la langue. C'est la responsabilité des immigrants d'apprendre la langue locale, et quand bien même on ne leur imposerait pas cette responsabilité, ils n'auraient pas vraiment le choix de l'apprendre tôt ou tard, quoique le Québec est une exception parfois à cet égard-là. Le cinquième principe est celui de l'appropriation identitaire, qui stipule que l'identité nationale québécoise devrait occuper une place centrale parmi les multiples appartenances que peut avoir un citoyen du Québec. Je vais y revenir plus tard. Le sixième principe porte sur la mixité. En gros, ça dit qu'à l'école et dans toutes sortes d'institutions, il faut favoriser la mixité entre les immigrants et les non-immigrants. Et finalement, le septième principe porte sur le rôle vital des œuvres et productions artistiques, ce qui revient à nommer ce dont est faite la culture. Et donc maintenant commence la partie plus originale de la vidéo où je vais vous présenter mes propres réflexions. Je pense que le modèle de Rousseau a beaucoup de potentiel, mais je changerai tout de même certaines choses. En effet, Rousseau est définitivement du côté nationaliste du spectre politique, et c'est correct, je me considère moi-même comme étant nationaliste. Cela dit, je pars de la prémisse qu'un modèle d'intégration n'est pas censé satisfaire uniquement les sensibilités nationalistes. L'objectif doit être non seulement de créer un consensus le plus large possible, mais il faut aussi que ce soit un consensus de centre. Il faut que le modèle soit capable de rallier la plupart des nationalistes, la plupart des immigrants et la plupart de ceux qui sont de sensibilité libérale. Ça peut paraître ambitieux, mais autrement, tout ce qui sera construit par un gouvernement risque de se faire effacer par le gouvernement suivant, et on sortira jamais de cette dynamique de politisation et de polarisation. C'est pourquoi je pense qu'il faut recentrer légèrement le modèle de Rousseau. Premièrement, je supprimerais le principe qui porte sur le maintien du statut majoritaire de la culture québécoise et du français au Québec. C'est même pas parce que je suis en désaccord. Le problème, c'est que le principe soulève immédiatement la question de la définition de la culture québécoise. En effet, si cette culture peut devenir minoritaire au Québec, c'est qu'on a une idée claire de ce qu'elle inclut et de ce qu'elle exclut. Et ça, c'est une question incroyablement vaseuse. Si on se limite juste aux objets culturels, la question de leur attribution est déjà complexe. Denis Villeneuve est un réalisateur québécois, mais est-ce que ça veut dire que Dune est un film québécois? Inversement, le roman Maria Chapdelaine est considéré comme un classique de la littérature québécoise. Et pourtant, ça a été écrit par un Français qui n'est même pas resté 2 ans au Québec. Et lorsqu'on en arrive à la question de l'appartenance culturelle des individus, particulièrement les immigrants, non seulement c'est complexe, mais c'est extrêmement sensible. Je dis pas que la question est vide de sens, mais c'est pas le genre de question qu'on devrait placarder sur la place publique. Personnellement, j'ai tendance à croire que les frontières entre les cultures sont toujours un peu floues, et plus une culture est vivante et dynamique, plus elle est difficile à définir. Cela dit, le principe mentionne aussi la langue française, et c'est vrai que l'appartenance linguistique n'est pas aussi complexe que l'appartenance culturelle. À la limite, on pourrait peut-être débattre d'un indicateur approprié, si c'est la langue maternelle ou la langue parlée à la maison. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'on gagne grand-chose à inscrire dans une loi que les francophones devraient rester majoritaires au Québec. Je pense pas qu'on a besoin de le rappeler aux francophones, et dans le cas des anglophones et des allophones, c'est très antagonisant. La majorité d'entre eux fournissent déjà des efforts considérables pour apprendre le français, et il faut éviter de leur envoyer comme message que ces efforts-là ne comptent pas. Le discours politique, c'est souvent un jeu subtil d'implicite et d'explicite. Donc, on pourrait remplacer ce principe-là par un principe qui stipule que le français doit demeurer la langue commune au Québec. C'est beaucoup moins antagonisant pour les anglophones et les allophones, mais le corollaire d'un tel principe, c'est quand même que les francophones doivent rester majoritaires. D'ailleurs, c'est un principe qui est déjà contenu dans la Charte de la langue française. Je pense qu'il faudrait également changer le 5e principe de Rousseau, celui qui stipule que l'identité québécoise devrait être l'identité principale des citoyens québécois. Encore là, je suis plutôt d'accord. Je suis nationaliste. Je pense que l'identité nationale est un type d'identité qu'on devrait cultiver davantage que les identités strictement ethniques ou religieuses.
mais il n'y a aucune chance qu'on forme un consensus autour de ça. Je tiens quand même à préciser que Rousseau donne des exemples de politiques publiques qui seraient reliées à ce principe-là, et elles sont toutes super cute. Okay? On parle de festivals culturels, de distribution de petits fleurs-de-lysée aux immigrants et de campagnes d'éducation sur le code civil. On n'est pas dans le domaine du fascisme. Malheureusement, le principe lui-même, et surtout l'idée de l'inscrire dans une loi, ce sera définitivement perçu comme une forme d'autoritarisme par ceux qui sont de sensibilité libérale, sans même parler des fédéralistes. Et donc, à mes yeux, il vaut mieux abandonner le principe ou au minimum changer la formulation. En ce qui concerne les autres principes, j'ai aucun problème particulier avec eux. Cela dit, je trouve que le modèle devrait s'appuyer davantage sur l'idée de la mixité sociale. En effet, il y a déjà un fort consensus au Québec sur la valeur et même la beauté de la mixité. Autant les nationalistes que les libéraux aiment voir des gens de différentes origines qui fraternisent ensemble. C'est une valeur qui est très répandue à notre époque. Et je pense qu'on peut facilement présenter la convergence culturelle comme l'aboutissement logique de l'idéal de la mixité sociale. Pratiquement tout le monde désire qu'il y ait des interactions entre les groupes, mais la plupart des gens ne comprennent pas que la culture se crée au fil des interactions. Les cultures ne peuvent pas interagir infiniment entre elles sans éventuellement fusionner. Ça veut dire que n'importe quel frein à la convergence culturelle implique, sous une forme ou une autre, un frein à la mixité entre les groupes. Donc je pense qu'avec très peu de travail d'explication, on peut facilement transformer l'appui à la mixité sociale en un appui à l'idée de la convergence culturelle. Mais je m'arrêterai pas là. Je pense qu'il y a toute une facette de la convergence culturelle qui n'a même pas été abordée par Rousseau, et c'est celle qui porte sur la lutte contre le racisme. Rousseau semble penser que l'intégration culturelle et la lutte contre le racisme, c'est deux enjeux complètement différents, mais c'est une grosse erreur de sa part. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, dans la mesure où il y a du racisme au Québec, ce racisme est un obstacle à la convergence culturelle. Et juste pour être clair, quand je parle de racisme, j'ai en tête trois affaires différentes. Je parle premièrement de racisme dans un sens très conventionnel, qui inclut autant les actes des néo-nazis que les commentaires colons d'Elvis Gratton. Un Chinois, ben ça c'est le pout. Deuxièmement, j'ai en tête toutes sortes d'actes ou de discours qui impliquent une conception ethnique de la nation québécoise. Et je parle pas nécessairement d'ethno-nationalisme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement nationalistes, mais qui pensent quand même qu'être québécois, c'est essentiellement la même chose qu'être un Canadien français. Et c'est pas juste les Québécois de souche qui pensent ça non plus. Malheureusement, c'est une conception assez répandue parmi les communautés immigrantes. Troisièmement, j'inclurais dans la catégorie du racisme de petits gestes qui ne sont pas à strictement parler racistes, mais qui relèvent plutôt de l'ignorance ou de ce qu'on pourrait appeler de la maladresse interculturelle. Par exemple, le fait de toujours aborder en anglais des personnes qui ont des traits asiatiques. Ou encore le fait de dire des jokes de talibans à un collègue maghrébin qui se fait pousser une barbe. Il y a d'autres manières d'étirer le concept de racisme, mais je m'en tiendrai à celle-là pour cette vidéo parce que ce qui nous intéresse en l'occurrence, ce sont les obstacles à la convergence culturelle. Et ces trois sens-là du racisme, même s'ils ne sont pas moralement équivalents, ils constituent quand même clairement trois manières différentes de faire sentir à des gens qu'ils ne sont pas de vrais Québécois. Malheureusement, je trouve que l'omission du racisme dans le modèle de Rousseau, c'est symptomatique d'un problème plus large. Je soupçonne Rousseau d'être tombé dans un piège dans lequel tombent souvent les nationalistes, et qui consiste à être tellement sur la défensive par rapport au racisme qu'on en vient finalement à passer cet enjeu-là sous silence. Et il y a des raisons à cette posture défensive. Historiquement parlant, le langage de la défense des minorités a souvent été instrumentalisé contre l'affirmation nationale du Québec vis-à-vis du Canada. À chaque référendum, à chaque loi qu'on a passée pour défendre le français, il y avait des anglophones et des allophones qui criaient à la discrimination et à l'ethnicisme. Encore aujourd'hui, les militants antiracistes les plus vocaux sont souvent des gens qui sont très hostiles au nationalisme québécois, ce qui fait en sorte que les dénonciations du racisme au Québec sont souvent imbriquées avec une sorte d'attaque contre le nationalisme. En d'autres mots, les antinationalistes se sont appropriés l'enjeu du racisme. Et les nationalistes se sont un peu laissés faire. De nos jours, les nationalistes sont devenus très bons pour critiquer les dérives de l'antiracisme. Mais lorsque vient le temps de dénoncer le racisme lui-même, ils prennent rarement l'initiative. Donc, je pense que le modèle de la convergence culturelle est une bonne occasion pour les nationalistes de se réapproprier la lutte contre le racisme. C'est l'occasion d'intégrer cette lutte à un cadre conceptuel qui est davantage favorable au nationalisme québécois. On pourrait sans doute imaginer d'autres améliorations au modèle de Rousseau, mais moi je m'arrêterai ici.
Le reste de la vidéo va être consacré à l'idée de la convergence culturelle. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, c'est pas de ça dont tu parles depuis tantôt? Non. Parce que je fais une distinction entre l'idée de la convergence culturelle et le modèle de la convergence culturelle. Quand je parle du modèle, j'inclus tous les détails, tous les principes qui sont présents dans les articles et les conférences de Rousseau. Quand je parle de l'idée de la convergence culturelle, je parle de la perspective d'une éventuelle fusion entre la majorité et les minorités. On peut dire que cette idée-là est déjà contenue dans le modèle. On pourrait même dire qu'elle constitue l'essence du modèle. Si on retire cette idée-là du modèle de Rousseau, on ne pourrait plus raisonnablement parler d'un modèle de convergence culturelle. Il faudrait trouver un autre nom pour le modèle. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pertinent de faire cette distinction-là? Eh bien, dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué que ce qui est exprimé par un modèle d'intégration, c'est pas un ensemble précis de politiques publiques. C'est plutôt un certain sens de la légitimité des choses. Ça veut dire que l'influence du modèle d'intégration est surtout de nature idéologique. C'est une sorte de mise en récit du Québec qu'on cherche à diffuser au sein des institutions, mais également au sein de la population en général. Par ailleurs, il y a une chose qui est évidente, mais qui doit tout de même être soulignée. La très grande majorité de la population n'a jamais lu les textes qui servent à définir les modèles d'intégration. Le modèle multiculturaliste de Will Kymlicka avait beau faire une distinction entre les immigrants et les minorités nationales, la majorité de la population canadienne est complètement ignorante de cette distinction-là. De même, beaucoup de Québécois pensent que la mixité sociale est au cœur de l'interculturalisme, alors que dans le modèle interculturaliste de Gérard Bouchard, la notion de mixité est relativement secondaire. Bien sûr, ni Bouchard ni Kymlicka ne définissent à eux seuls leur modèle d'intégration. Personne n'est entièrement propriétaire de ces concepts-là. Mais là où je veux en venir, c'est que les subtilités théoriques qu'on retrouve dans la littérature sont en grande partie ignorées lorsque les modèles se popularisent. Même une fois qu'on a inscrit un modèle dans une loi, la majorité de la population n'en prendra jamais connaissance directement. Moi, j'avancerais l'hypothèse que les détails des modèles sont utiles pour leur application dans les institutions gouvernementales et dans les contextes de polémique, lorsqu'on cherche à populariser ou à renverser un modèle. Par contre, une fois que le modèle a acquis une certaine traction, il se diffuse sous une forme simplifiée. Pour le dire plus concrètement, si un jour le modèle de la convergence culturelle se popularise, la majorité des gens qui vont en entendre parler ne connaîtront pas les différents principes qu'on aura choisi d'inclure ou non dans le modèle. Tout ce qu'ils vont savoir, c'est que c'est un modèle qui prône une sorte de fusion ou d'unification culturelle entre les immigrants et les non-immigrants à plus ou moins long terme. C'est tout ce qu'ils vont savoir. C'est cette idée-là qui va le plus se faire connaître. D'où la pertinence de distinguer l'idée toute simple de la convergence culturelle du modèle qui est plus sophistiqué. Par conséquent, si on veut évaluer l'impact général du modèle de la convergence culturelle, c'est important de réfléchir à la manière dont l'idée de la convergence culturelle va se déployer au sein de la population. Bref, est-ce qu'on devrait populariser l'idée que les Canadiens français et les immigrants sont destinés à fusionner? Et moi, je pense que oui. Je pense que l'idée de la convergence culturelle a plusieurs vertus, et la première de ces vertus, c'est d'être transparente par rapport à l'évolution probable de la société. La vérité, c'est que la convergence culturelle n'est pas un projet radical ou complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. La vérité, c'est que c'est un processus qui se déroule déjà à l'heure actuelle, et qui a déjà eu lieu dans le passé. L'histoire du peuplement des Amériques par les Européens, c'est une histoire de convergence culturelle. Accessoirement, c'est aussi une histoire de colonisation, de massacres et d'épidémies, certes, mais c'est aussi une histoire de convergence culturelle. Cette convergence a pris différentes formes selon les régions. En Amérique latine, il y a eu un important métissage entre les Autochtones et les colons, tandis qu'en Amérique du Nord, il y a surtout eu une convergence entre les colons européens. Aux États-Unis notamment, il y a toute la métaphore du melting pot, qui est très ancienne, et qui désigne l'idée que la culture américaine est le produit de la fusion des différentes cultures immigrantes qui se sont installées sur le territoire. Et au cours du 20e siècle, beaucoup de sociologues vont noter que cette tendance à l'unification culturelle, en fait, c'est indissociable de l'organisation moderne des sociétés. À l'époque où les moyens de communication étaient très limités et où chaque village était en grande partie autonome, il pouvait y avoir des différenciations culturelles très marquées à l'intérieur de territoires plutôt restreints. Mais avec l'avènement de la modernité, avec l'urbanisation, l'industrialisation, les systèmes d'éducation publique, la population est beaucoup plus mobile et il y a davantage de mixité. Et bien sûr, il y a l'apparition des médias de masse, comme les journaux, la radio et la télévision.
Pour le dire simplement, la modernité implique que les institutions culturelles et sociales sont d'une portée beaucoup plus grande qu'auparavant. Et dans un tel contexte, c'est beaucoup plus difficile pour les petites minorités de perpétuer leurs différences au fil des générations. Bon, ce n'est pas une loi absolue, il y a quand même plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Le racisme peut notamment conduire à une réduction de la mixité au point d'enrayer indéfiniment la convergence culturelle. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Afro-Américains. Il y a également les cas où les minorités culturelles ont le sentiment de constituer des nations à part entière, comme les Autochtones. Et dans ces cas-là, il y a une résistance active et tout à fait légitime à la convergence culturelle. Mais même si ce n'est pas une loi absolue, on peut quand même dire que la convergence culturelle est une tendance générale des sociétés modernes. Une tendance qu'on peut consciemment choisir de favoriser ou de freiner. Une fois qu'on adopte ce point de vue-là, on aperçoit beaucoup mieux l'un des principaux défauts du multiculturalisme, ce que j'appellerais son présentisme. L'opposition à la convergence culturelle au nom du pluralisme, je trouve que ça révèle souvent un gros manque de perspective historique. Soit on prend pour acquis que les communautés migrantes sont censées se perpétuer indéfiniment, soit on réfléchit juste même pas à la question. Je ferais remarquer qu'à une certaine époque, la ville de Montréal était divisée entre les Canadiens français, les Écossais, les Anglais et les Irlandais. Ce sont les 4 tribus dont les symboles sont d'ailleurs encore présents sur le drapeau de Montréal. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les anglophones à Montréal sont divisés entre les Écossais, les Anglais et les Irlandais? Non. Le présentisme, c'est pas nécessairement une pure ignorance du passé, mais ça implique définitivement de ne pas prendre acte du passé. C'est une sorte d'indifférence à tout ce qui déborde des frontières temporelles de nos vies individuelles. Et ce présentisme-là conduit facilement à l'essentialisme ethnique. On se met à considérer les identités culturelles, ethniques, raciales comme des identités éternelles qui se reproduisent parfaitement d'une génération à l'autre. Et ceux qui veulent défendre leur identité n'ont plus qu'une seule option, faire plus d'enfants que les autres. Un tel essentialisme ethnique, quand ça vient de la gauche pluraliste, c'est déjà profondément vulgaire. Mais quand ça se propage de la droite nationaliste, là ça devient carrément dangereux. Parce qu'une fois qu'on prend pour acquis que les identités ne changent jamais, pour certaines personnes ça devient très rationnel de voir les immigrants comme des menaces à leur mode de vie. Donc, je pense que l'idée de la convergence culturelle est une bonne manière de se prémunir contre l'essentialisme ethnique. Dans le cadre de la convergence culturelle, la reconnaissance de la fluidité des cultures est beaucoup plus explicite que dans le cadre du multiculturalisme ou de l'interculturalisme. Cela dit, une chose que j'aime beaucoup par rapport à la convergence culturelle, c'est que cette reconnaissance de la fluidité des cultures ne conduit pas à une sorte de laisser-faire par rapport à l'évolution de la culture. Je dis ça parce qu'il y a des antinationalistes qui soulignent souvent la fluidité des nations et des cultures, mais c'est pour prôner le détachement. C'est le genre de personne qui va dire que ceux qui veulent défendre le français au Québec devraient parler latin parce que le français c'est du latin qui s'est transformé. Autrement dit, vouloir défendre sa langue, c'est niaiseux. Ou encore, ils vont comparer les Québécois aux Gaulois en disant que personne ne pleure aujourd'hui la disparition de la culture gauloise. Et donc, vouloir défendre sa culture, c'est niaiseux. À mes yeux, c'est une attitude qui relève davantage de la passivité que de la lucidité. C'est vrai que les cultures changent, mais ça veut pas dire qu'il faut subir passivement tous les changements qui surviennent. Dans le cadre de la convergence culturelle, il y a au moins une direction claire dans laquelle il faut ramer, et c'est celle de la convergence. Il y a quand même un objectif de cohésion culturelle et de continuité historique. Et donc, même si on reconnaît la fluidité des cultures, il y a quand même des combats à mener, notamment pour la mixité sociale et la protection du français. Donc, si on récapitule, on voit que l'idée de la convergence culturelle est en mesure de s'arrimer à plusieurs intuitions morales différentes. Premièrement, la valorisation de la mixité sociale, qui, comme je l'ai déjà dit, est une intuition morale très répandue. Deuxièmement, la condamnation de l'essentialisme ethnique, et par conséquent la reconnaissance de la fluidité des cultures. Et troisièmement, la préservation du Québec en tant que nation. Alors voilà. J'ai essayé de montrer comment l'idée toute simple de la convergence culturelle tend à se déployer spontanément. Et moi je trouve qu'elle se déploie d'une belle manière. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Je pourrais toujours m'étendre en long et en large sur le sujet, mais je pense avoir dit l'essentiel, et la vidéo commence à être assez longue. Donc, j'espère avoir réussi à vous convaincre. Si vous avez des réflexions additionnelles ou même des contre-arguments, j'aimerais beaucoup les lire dans les commentaires. Et je dis pas ça simplement parce que c'est avantageux pour l'algorithme. La vérité, c'est que comme Guillaume Rousseau, j'apprécie beaucoup la rétroaction. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.